Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois changer de vie. Comment vivre une réorientation professionnelle radicale? Changer de vie ou changer sa vie? Le coaching peut-il aider à faire le pas? Je vous laisse regarder le sommaire de notre magazine. Pour commencer, nous partirons à la rencontre de Cédrine Goreux, qui est passée du métier d'esthéticienne en parfumerie à celui d'esthéticienne sociale. Elle a créé son ASBL et a commencé à travailler dans le milieu hospitalier pour faire du bien, non plus aux clientes, mais aux patientes. Le second reportage nous emmènera à Bertry, dans la maison d'hôte de Christiane Toussaint. Cette ancienne mère au foyer et assistante dans un cabinet vétérinaire a tout claqué pour réaliser son rêve, ouvrir sa maison d'hôte. Valérie Wingel, Gaëtan Vandam, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Valérie Wingel, vous êtes de formation ingénieur commercial et vous, Gaëtan Vandam, juriste. Vous avez tous les deux vécu un changement professionnel important et aujourd'hui vous êtes coach. Mais pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose peut-être de commencer par ce premier reportage signé Natacha Koch et Jean-Louis Gios. Travailler dans le milieu hospitalier, offrir des soins à des personnes qui souffrent pour les soulager, Cédrine Goreux en rêvait depuis ses 18 ans. Pourtant, après sa formation d'esthéticienne, c'est dans une parfumerie et dans son propre cabinet qu'elle a commencé à faire ses armes. Et puis un jour, elle a repris une formation pour enfin pratiquer l'esthétique sociale. Elle a ensuite créé son ASBL, Le Temps d'un instant, qui permet d'offrir des soins aux personnes malades. Aujourd'hui, Cédrine travaille à l'hôpital Notre-Dame de Charleroi et dans des maisons de repos. Elle est donc passée des clientes aux patientes. Oui, non, toutes les semaines, vous êtes une accro aux soins. Oui. Qu'est-ce que ça vous procure? Un peu de relaxation en attendant d'avoir le traitement. Le soin en lui-même est tout à fait différent parce que l'approche est différente. On ne va pas faire un soin visage de la même manière en institut que ici en milieu hospitalier, et c'est pour ça aussi que les cours sont super importants pour pouvoir prendre l'empathie nécessaire, pouvoir être dans l'écoute, mais sans justement sombrer avec le patient. Et en parfumerie, quoi qu'on puisse en penser, il y a quand même des personnes qui sont à la recherche justement de trucs et astuces parce qu'ils sont en traitement et qu'il n'y a que très peu de personnes à l'heure actuelle qui sont formées pour. Mais ce sont deux milieux totalement différents. Dans un côté, vous êtes dans le luxe, dans le plaisir, dans l'abondance, et dans l'autre, mais plutôt dans la peur de la mort, dans le besoin de se recentrer sur soi. Donc c'est vraiment une approche totalement différente des deux métiers. Mais c'est marrant parce qu'il repousse. Et lorsque vous avez commencé ce changement, vous continuez à travailler en parfumerie, voilà, mais aussi en milieu hospitalier. Est-ce que c'était pas un contraste trop difficile à vivre? Voilà, pour moi les valeurs s'entrechoquaient. Donc pendant 5 ans, j'ai fait mi-temps parfumerie, mi-temps milieu hospitalier, mais plus mon privé. Et donc il y a un moment où je n'arrivais plus à gérer ce blanc et ce noir. Pour la petite histoire, par exemple, un matin, j'étais en soins palliatifs, on avait accompagné une jeune dame qui était décédée, et puis avec tout ce que ça comporte, la famille, etc. Et 1 heure plus tard, j'étais en parfumerie où j'ai eu une autre jeune dame qui râlait parce que son rouge à lèvres était supprimé. Et donc là, je me suis dit que je n'étais plus dans le contexte parfumerie, mais encore une fois, j'ai passé 17 merveilleuses années, mais je suis très heureuse aussi de ce changement de profession. Je laisse cette forme-là et je te les raccourcis un tout petit peu, ou tu n'as pas envie que je te les raccourcisse? Comme ça, ils sont faits pour la semaine prochaine. Cédrine Goreux prodigue donc des soins aux patientes en passant du service d'oncologie aux soins palliatifs. Des journées bien remplies durant lesquelles elle fait du bien à ses patientes. Elle les masse, leur maquille le visage ou encore leur met du vernis, et ce parfois pour leur dernier voyage. Elle apprend à ces femmes à s'aimer à nouveau, à l'image d'Angélique, cette patiente atteinte d'un cancer du côlon à qui Cédrine fait énormément de bien. Ça détend énormément, ça fait penser à autre chose, c'est nécessaire. Et donc vous reprenez peu à peu confiance en vous? Oui, beaucoup. Beaucoup. Et c'est très important d'avoir confiance en soi, de ne pas se laisser aller et d'y croire. Et Cédrine Goreux le dit, pour rien au monde, elle ne retournerait en arrière.
Eh ben, il faut oser. Donc, moi, j'étais toute seule avec mes 3 enfants et financièrement, c'était très stressant, mais on ne vit qu'une fois. Et j'avais pas envie de me réveiller à 80 ans en me disant t'as pas fait ce que tu avais envie de faire quand tu étais ado. Et donc, foncez. Moi, j'ai foncé, je suis heureuse de l'avoir fait. Et même si après, à la limite, ça ne fonctionne pas, on aura essayé. Il vaut mieux vivre de remords que de regrets. Valérie Weinguel, pourquoi est-ce que vous avez changé de métier? Mais un peu comme Séverine raconte, moi j'ai pas l'impression d'avoir tellement changé de métier, plutôt que d'évoluer vers quelque chose que j'aimais vraiment bien. Donc moi je viens du monde des grandes entreprises, j'étais cadre, j'ai toujours géré des équipes. Et en fait à un moment je me suis dit ce que j'aime vraiment bien là-dedans, c'est accompagner les gens dans leur potentiel pour atteindre un but. Et je me suis dit si je faisais que ça. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer vraiment comme coach là-dedans. Et vous, Gaëtan? Moi, j'ai dirigé une entreprise pendant près de 20 ans et c'est à un moment donné de mon existence, dans ces 20 ans qui ont été 20 ans très heureux, je me suis vraiment posé la question, tout d'un coup elle est apparue, mais qu'est-ce que je suis capable de faire d'autre? Et j'ai trouvé que je dirigeais, d'accord, c'était déjà bien, j'étais très heureux là-dedans, mais c'est comme s'il n'y avait qu'une corde à mon arc. Et c'est en réfléchissant, en me disant mais quelles sont les autres cordes, que je me suis rendu compte que l'écoute était terriblement importante pour moi. Et c'est au moment où j'ai alors voulu développer cette capacité d'écoute que je me suis rendu compte que ce changement était en train de s'opérer. Et c'est vraiment en me mettant au service de l'écoute des autres et de l'écoute de moi-même aussi d'ailleurs que j'en ai fait un métier. Et c'est comme dans ce choix de vie-là que je suis devenu coach. Est-ce que c'est un changement de vie ou bien on change sa vie? On ne change pas toute sa vie quand même. Mais je pense que, voilà, j'aimais bien dans ce que Gaëtan disait, on s'écoute un peu plus. Et quand on s'écoute, ça permet d'avoir de la place pour écouter les autres. Et donc, voilà, personnellement, je n'ai pas changé toute ma vie. Je crois que Gaëtan non plus. Mais on voit les choses autrement. Je pense qu'on remet des priorités qui sont différentes. Et surtout, on apprend à mieux se connaître soi-même pour pouvoir être plus disponible aussi pour pouvoir aider les autres. Gaëtan. Oui, moi j'ai envie de aussi ajouter que j'ai presque envie de dire que c'est un changement de vie et c'est aussi changer un peu sa vie. Les deux se réunissent dans un changement qui était décidé et voulu. Un peu comme Séverine ici à un moment donné, c'est vraiment c'est un changement de vie dans la mesure où il y a une part de risque dans le changement. Et donc c'est oser prendre ce risque de redécouvrir ses besoins les plus fondamentaux et de pouvoir les mettre au service de soi et des autres. Et en ce sens-là, il y a énormément de choses qui vont changer autour de nous parce que les environnements vont changer, mais aussi parce que nos besoins vont changer. Mais là, moi, je disais, je ne change pas toute ma vie, et je crois peut-être on se rejoint là-dessus, c'est de se dire qu'il ne faut pas attendre toujours une crise pour se dire qu'on va changer de profession, en fait. Parce que parfois, quand on dit change toute sa vie, il y a des gens qui pensent au divorce, à un décès d'une personne importante, et qui nous font prendre conscience de choses. Et en même temps, ce n'est pas toujours ça. Donc, il ne faut pas toujours qu'il y ait plein de choses qui changent dans sa vie pour se dire que peut-être on a envie de faire un chemin qui est un peu différent de celui où on est. C'est quelque part une prise de conscience qu'on entendait Séverine Goreux le dire dans le reportage, de sa mortalité, de ne pas regretter d'être passé à côté de sa vie. Est-ce que les gens que vous rencontrez, vous, dans vos cabinets respectifs, c'est un peu ça, c'est une quête de sens, de dire voilà, je veux donner un autre sens à ma vie, j'ai l'impression que je suis dans une routine. Est-ce qu'on est là-dedans? Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les personnes qui viennent dans une situation de changement, ou en tout cas en se posant des questions sur le sens qu'ils portent dans leur travail ou dans leur existence, sont des personnes qui viennent avec l'idée de vraiment quels sont les besoins les plus importants que j'ai envie de mettre à disposition, et bien souvent avec des valeurs et des croyances qui sont très limitantes, en disant j'ai peur de ce changement, et en même temps j'ai envie de dire, une fois que je le dépasse, il faut qu'il y ait une prise de conscience, autrement dit. Pour pouvoir amener un changement, la prise de conscience de ce qui se passe pour le moment dans le réel de mon existence va devoir être bien mise en évidence pour pouvoir offrir un choix nouveau et un changement possible. Il n'y a de changement possible quel que soit ce que j'ai à traverser dans la vie, il n'y a de changement possible que s'il y a d'abord une prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle amène alors à ouvrir des choix. Et c'est ça qui est intéressant dans le coaching et l'accompagnement, c'est pas de travailler sur ce travail de l'existant,
mais de voir aussi en quoi cette existence-là m'amène à voir mon présent et mon futur peut-être autrement, et dont on sait que le futur est par définition incertain. Donc, autrement dit, c'est comment le construire à partir du potentiel que j'ai. Valérie. Oui, vous parliez de prise de conscience. Je pense aussi c'est un peu, on dit la crise de la quarantaine. C'est peut-être parfois aussi, les gens que moi je rencontre, c'est quand même souvent les gens 35, 45 là-dedans. C'est peut-être aussi le niveau de conscience où on est. Hein. Si on reprend la pyramide de Maslow, hein, on cherche la sécurité et puis on cherche l'appartenance à un groupe, on cherche une certaine reconnaissance dans son travail. Et puis peut-être vient un moment aussi où moi je sens souvent les gens sont un peu insatisfaits. Donc ils ont la sécurité, ils ont la reconnaissance, ils appartiennent à leur communauté professionnelle. Et en même temps, voilà, ils ont envie peut-être parfois aussi d'aller un petit peu plus loin. Ce qui veut dire qu'on ne se transforme pas nécessairement dans un métier où on est au service des autres. Et beaucoup de gens cherchent plus de sens, mais le sens, ça peut être partout. Voilà, j'avais quelqu'un qui était pompier. On peut se dire, là, il est au service des autres. Aujourd'hui, il est toiturier. Donc, mais pour lui, ça a plus de sens. Donc, il y a une recherche de sens, mais qui est très, très personnelle et qui est liée à, voilà, qu'est-ce qui fait sens pour nous. Donc, ce n'est pas nécessairement au service des autres qu'on a du sens, mais quand ça fait du sens pour nous, peut-être aussi on peut être quelque chose pour quelqu'un d'autre, en tout cas, en termes de niveau de conscience. Oui, pour rebondir aussi sur ce que Valérie vient de dire, c'est le changement et le sens que je trouve dans le changement, c'est pas seulement une révolution de vie, c'est pas passer de tout à rien. C'est aussi un changement parfois de simplement, dans cette entreprise, je ne m'y retrouve pas, dans cet environnement, je ne m'y retrouve pas, mais le métier que je fais, je l'aime. Seulement, cet environnement ne me convient pas. Se trouver un autre environnement bien structuré, avec une autre ambiance de travail, avec une autre manière de vivre ce métier qui est le mien, est tout aussi impactant que de faire un changement radical comme Séverine l'a fait, comme nous l'avons fait, qui est de passer d'un métier de direction à coach, d'un métier de salarié à un métier d'indépendant. Le changement ne se définit pas par un changement aussi radical de statut. Il se vit au travers d'une traversée de vie qui passe par exemple d'un environnement de telle entreprise vers telle autre entreprise, mais dans lequel j'ai réfléchi à qu'est-ce qui me nourrit. Et c'est ça qui est important. Et comment est-ce qu'on se fait pour se former, pour être coach? Parce qu'on peut avoir des gens comme ça qui se nomment coach, mais qui n'ont peut-être pas la formation. Est-ce qu'il y a une formation spécifique, Valérie, ou vous-même? Tout à fait, tout à fait. Il y a une formation spécifique. On va dire, au niveau international, il y a des standards qui sont reconnus, hein, comme le MCC ou l'ICF. Donc, il y a des formations tout à fait reconnues. Et puis, en même temps, moi, je pense que c'est un apprentissage de toute une vie. C'est-à-dire, beaucoup des coachs que je côtoie sont en formation continue. Donc, on a vraiment une formation de base et puis on va continuer à se former dans des techniques différentes, dans des écoles différentes, dans des esprits différents. Donc, oui, c'est un métier où on peut se faire certifier et après, c'est surtout continuer dans sa formation continue et son développement personnel également par ailleurs. Oui, pour compléter aussi Valérie, c'est la personne que nous accompagnons ne se résume pas à une technique. Et donc ça demande de celui qui accompagne un travail quasiment continu de formation, de développement, de connaissance de lui, parce que parfois nous attirons les personnes qui nous ressemblent. Et donc quand nous sommes dans cette situation-là, comment retrouver sa neutralité bienveillante et aussi confrontante pour amener la personne à justement faire ce pas dans le devenir. Et donc, ça demande de la formation et je crois que plus que... Je suis toujours un petit peu méfiant à certains moments par rapport à des coachs qui deviennent coachs parce que je sais par défaut. Il y a un travail sur soi pour être coach. Il y a un travail sur soi à faire pour être dans l'accompagnement et dans la relation d'aide. Qu'on soit d'ailleurs thérapeute ou psychothérapeute ou qu'on soit coach. Mais dans ces contextes-là, c'est vraiment un travail intéressant et ça ne s'arrête pas. Quelle différence y a-t-il justement entre coach et thérapeute ou psychothérapeute, s'il y en a une? Il y a certainement. Certainement. Déjà, la formation n'est pas du tout la même. Donc, ni moi, ni Gaëtan sommes thérapeutes, psychologues au départ. Et donc, moi, dans la définition que j'utilise souvent avec les gens que je travaille, c'est effectivement, moi, je vais travailler sur l'ici et maintenant pour définir le futur. Donc, on va utiliser le passé de temps en temps pour illustrer
certains comportements, etc. Mais moi, je ne suis pas équipée pour analyser les choses, les origines des comportements. Je vais plus me dire, ben voilà, ils sont là aujourd'hui et comment est-ce qu'on va accepter qu'ils sont là et comment est-ce qu'on va les utiliser comme moteur plutôt que comme frein. Alors que psychothérapeute, qui est un métier très important par ailleurs, et souvent, moi, j'aime bien que les gens fassent les deux un travail en parallèle, parce que là, on va vraiment travailler aussi sur le passé, sur des choses qui nous ont freinés, des choses qui nous ont impactés, etc. Donc pour moi, c'est très complémentaire, mais c'est différent. C'est des métiers différents. Et puis une troisième catégorie, qui sont les gens qui sont malades, on va dire, et qui ont une vraie maladie psychologique. Ben, nous, en tant que coach, on doit accepter que la limite, elle se pose là. On n'est pas médecin, on n'a pas cette formation-là par ailleurs. Je vous propose peut-être, avant de poursuivre notre débat, d'aller vraiment vers un deuxième reportage également à la rencontre d'une personne qui elle-même a aussi vécu une réorientation professionnelle. C'est toujours un reportage signé Natacha Koch et Jean-Louis Gios. Depuis 2012, Christiane Toussaint a réalisé un rêve, ouvrir sa maison d'hôte à Bertry. Son nom, l'Inattendu, est à l'image de son parcours professionnel. Bienvenue à l'Inattendu. Voilà, je vais vous présenter d'abord la salle de petit déjeuner pour demain matin, avant de prendre possession de votre chambre. Si elle a commencé par suivre une formation en hôtellerie en sortant de l'école, elle a d'abord consacré 10 ans de sa vie à ses enfants. Ensuite, elle est devenue assistante dans un cabinet vétérinaire et un jour, en pleine baisse de motivation, elle s'est remise en tête d'ouvrir ses chambres d'hôtes, son bed and breakfast ou B&B comme elle aime l'appeler. Voilà, vous avez aussi accès au jardin avec une petite terrasse si vous voulez boire un verre au soleil. Voilà. Oui, impeccable. Ben, j'ai recommencé des formations à nouveau, je me suis remise sur le banc de l'école, j'ai été refaire des formations, des remises à niveau en fait pour voir si la création de chambres d'hôtes était vraiment ce que je voulais. Et tout s'est enchaîné en fait, hein. Donc voilà, tous les événements sont arrivés inattendus et a fait que j'ai acheté cette maison-là, je ne m'y attendais pas non plus. Enfin voilà, c'est toutes des situations assez cocasses. Je vais vous montrer votre chambre. Je prends votre bagage. Racontez-nous, qu'est-ce que ça change de passer du métier d'assistante vétérinaire à tenir sa propre chambre d'hôte? Le changement de rythme et puis il y a une chose qui reste quand même le même, c'est le contact avec les clients, ça reste le même et c'est très très agréable. Avec la chambre d'hôte, disons que je rencontre des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde, donc c'est un petit peu plus enrichissant, je dirais quand même, humainement, et souvent dans la bonne humeur, parce qu'en fait les gens viennent un petit peu soit se reposer, ou alors les gens qui viennent du monde du travail apprécient le système BNB en fait, qui est plus en contact côté humain. Très beau, merci. Et vous, personnellement, comment vous avez vécu ce changement? Au départ, c'était très très dur. C'était pas voulu, donc voilà. Donc c'était vraiment une obligation. Quand je dis un séisme, c'était vraiment un séisme. Mais on va rechercher ce qu'on a à l'intérieur de soi et puis on se reconstruit. Et c'était une évidence pour moi, en fait, c'était de faire le BNB, quoi. Ça s'est présenté comme ça. Et puis j'ai eu la chance de tomber sur cette maison et qui a fait mon bonheur. Se lever à 6 h du matin, préparer les petits déjeuners en prenant soin de servir des produits maison, frais et locaux, les journées de Christiane Toussaint sont totalement différentes de son ancienne vie professionnelle. Faire payer aux hôtes leur nuit, puis s'occuper de la comptabilité et des réservations, sans oublier de refaire les lits, nettoyer les chambres et les communs. Ensuite, tout recommencer en accueillant les nouveaux hôtes qui viennent d'arriver. Récemment, l'hôtesse a même rajouté une corde à son arc en se formant en réflexologie plantaire, un service ouvert aux hôtes mais également aux personnes extérieures. À tous ceux qui hésitent à changer de vie mais qui n'osent pas, Christiane Toussaint n'a qu'une réponse en bouche. Il faut y aller, il faut vraiment y aller. Ça fait très très peur parce qu'on quitte une zone de confort, donc on part dans l'inconnu et c'est vraiment très très flippant. On a une perte de revenus quand même pendant un certain temps et ça c'est pas négligeable. Mais quand on fait quelque chose avec le cœur et qu'on le veut, il faut bosser beaucoup. Mais la vie est beaucoup plus belle après. Il faut y aller, il faut oser. Est-ce que c'est des mots que vous utilisez aussi dans votre coaching? Oui. Ce qui me faisait surtout sourire, c'est quand à la fin on rajoute... elle a ouvert son bed and breakfast et maintenant elle fait de la réflexologie. Souvent on voit ça effectivement que les gens au départ n'osent pas, peur de l'échec. Peur de qu'est-ce que ça pourrait dire
sur moi si j'échoue. Et puis, voilà, comme cette dame, elle ouvre son bed and breakfast, et puis elle se dit, tant que je suis dans la foulée, essayons autre chose. Et donc, dans le reportage précédent, on l'a vu aussi, c'est cette ouverture à, j'ai d'autres compétences, un peu ce que Gaëtan disait aussi, j'ai d'autres compétences, je peux essayer d'autres choses, peut-être ça marchera, peut-être ça marchera pas, mais j'ose. Et en fait, c'est une énorme libération pour beaucoup de gens. Et quand je vois mon expérience personnelle aussi, c'est un moment de se dire, j'y vais et puis je verrai bien. Et puis je construis un environnement qui me permet, mais voilà, oser et puis aussi s'ouvrir et puis aussi se dire que voilà, une fois qu'on a fait un pas, on se dit il y en a d'autres. Et en fait, il y a un champ de possibles qui s'ouvre et qui nourrit énormément. En tout cas, je vois ça beaucoup dans les gens que j'accompagne. Gaëtan Van Damme. Moi, je trouve ce reportage magnifique parce qu'il met quasiment dans l'accompagnement au changement tous les ingrédients qui sont bien là. Et ce qui est magnifique dans ce reportage, c'est la capacité d'acceptation qu'a eu cette personne de dire « j'ai pas choisi ça à un moment donné, mais je me suis reconstruit ». Donc il y a une magnifique capacité de résilience. Et on voit dans les coachings des personnes dans lesquelles il y a des étincelles de vie dans leurs yeux qui apparaissent. C'est bien souvent parce qu'ils ont touché à cette idée que l'échec ou la crise vécue n'est pas ce que je suis, mais c'est l'occasion pour moi de devenir quelqu'un de différent. Et on le voit, on le voit très fort ici, c'est combien cet échec-là a été une capacité de résilience, de rebondir pour être dans ce devenir possible pour cette personne. Et c'est ça que je trouve remarquable ici. C'est cette acceptation et cette acceptation de c'est comme ça. Je ne l'ai pas choisi ce truc-là. Mais parce que c'est comme ça, sans ressentiment et sans remords, et avec toute la difficulté qu'il a derrière, j'ai envie maintenant d'en profiter et d'en faire quelque chose. Donc c'est ce que nous apprenons de nos échecs qui nous font grandir, autrement dit. Sans faire l'apologie de l'échec, mais en tout cas en apprenant de ce qui m'arrive là maintenant, et seulement là, combien alors je peux aussi m'inventer autrement. Et c'est ça que moi je trouve remarquable. En vous entendant, est-ce que ça signifie que finalement l'échec n'est jamais définitif, il est constitutif de la personne et il est à traverser? Oui, et puis c'est aussi quand on voit ces grandes success stories des entrepreneurs, etc., combien d'échecs il y a derrière ça. De se dire, ça fait partie de beaucoup de belles histoires. L'échec fait partie. Mais non, dans notre culture, il faut bien travailler à l'école, il faut réussir ses études, puis il faut réussir dans la boîte où on travaille, il faut être promu, il faut avancer, etc. Et l'échec n'a pas beaucoup de place. Alors qu'on voit les gens qui ont des belles histoires, il y a plein d'exemples, hein, mais Michael Jordan, basketteur, combien de paniers il a raté, combien d'équipes, des chanteurs qui n'ont jamais été pris avant, Einstein qui était nul à l'école, de dire, voilà, en fait, les échecs, ça fait partie, ça fait grandir, et en même temps, c'est pas encore fort intégré dans notre culture, cette culture de l'échec, mais combien ça fait avancer les gens, c'est énorme. Oui, et peut-être aussi en rebondissant là-dessus, c'est combien la performance de cette personne-là, elle arrive parce qu'elle retrouve du plaisir dans ce qu'elle fait. Et c'est par le plaisir que je deviens performant. Et pas je deviens performant et je vais trouver du plaisir. Tout le travail que nous faisons dans cette patte humaine, dans cette relation à l'autre, c'est redonner du plaisir à faire ce que je fais, parce que c'est à ce prix-là et à ce moment-là que je deviens qualitativement quelqu'un qui a de la performance. Et c'est ça qui est intéressant dans aussi ce reportage. Et ça me fait vraiment penser à aussi, souvent les gens disent, mais moi j'ai pas de passion, donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre que ce que je fais aujourd'hui? Moi j'ai pas de passion, etc. Et c'est vrai, beaucoup de gens n'ont pas de passion, moi personnellement j'ai pas de passion non plus, mais on a tous du plaisir à faire certaines choses. Et on en parlait dans la voiture en venant, que souvent un exercice qu'on fait faire aux gens qu'on accompagne, c'est de se rappeler, tiens, quand vous étiez enfant, quelles sont les activités que vous aimiez faire? Et alors, ça peut être plein de choses, hein, parce que moi, les gens aiment construire les Legos, construire des cabanes, faire de la balançoire, du patin à roulettes, lire un livre. Mais revenir vers, tiens, qu'est-ce qu'on aime bien faire comme activité en tant qu'activité telle? Ça permet vraiment un travail de prise de conscience de, mais quelles sont les choses que j'aime bien faire? Souvent, quand j'aime bien, je les fais bien. Et ça permet de reconstruire, dans l'accompagnement qu'on peut faire, de reconstruire quelque chose qui devient un métier par ailleurs. Donc, pour prendre une petite anecdote, moi, quand j'étais enfant, j'adorais le livre. Le travail d'accompagnement que j'ai fait, c'est de livre à coach.
en fait. C'est pas livre et donc on va devenir libraire. Mais non, c'est vraiment aller creuser. Mais c'est quoi dans le livre? Le partage, la connaissance. Quand quelqu'un lirait un livre dans le tram, on regarde et voir mieux connaître la personne. Et donc ça permet vraiment de retourner vers l'essentiel de qu'est-ce que j'aime faire comme activité. Ça ne doit pas être une passion. Ça permet vraiment de construire et d'ouvrir des possibles. Par après, on construit un métier autour, mais c'est vraiment de partir de ce qu'on aime faire. Gaëtan. Oui, et pour faire ça, il faut de l'audace. Il faut de l'audace. Et il faut, comme elle le dit, il faut oser. Et cette audace-là, on le sent bien ici. Combien, quand j'ose cette audace, quand j'ose entreprendre de cette façon-là, je vais, et on parlait des synchronicités, elle n'en parlait pas comme ça, mais c'est-à-dire combien je vais me rencontrer sur mon chemin alors des personnes avec qui je vais pouvoir collaborer et je vais retrouver des personnes qui vont me faire avancer. Mais dans la peur, je régresse et dans cette peur-là, je m'enferme alors dans mon connu, comme elle le dit, dans ma zone de confort. Mais combien ici oser aller dans cette zone de progression va m'emmener en tout cas à rencontrer des personnes qui vont me nourrir. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Et ça signifie finalement que le coaching, quelque part, va révéler ou éveiller des facteurs de résilience en chaque être humain. Oui, complètement. Et je crois que même que le métier du coach, l'âme du coach, pour reprendre cette expression-là, c'est peut-être justement de permettre à cette personne d'aller retrouver cette résilience, ce côté rebond, ce côté rebondir sur ce qui est. Mais pour ça, il faut d'abord, ça va être important, d'accepter ce qui est. Oui, et ça, tout être humain, quelle que soit sa culture, quelle que soit son éducation, quel que soit son niveau, etc., peut arriver à retrouver ces facteurs de résilience. En tout cas, c'est une croyance que je développe et je pense que beaucoup de coachs ont, c'est de se dire on a tous, en tout cas, la capacité de faire autre chose si on n'est pas content de sa situation. Mais on parlait de zone de confort. Moi, j'aime pas tellement ce terme parce que ça fait comme si c'était confortable, alors que c'est pas confortable une zone de confort. C'est familier, on connaît. On sait, on n'est peut-être pas super heureux de son boulot, mais au moins on connaît. On sait qui on a comme patron, on sait combien on gagne, etc. On sait qui sont ses collègues. Et donc, on a tous cette capacité à faire ce qu'on a envie, à ce que moi je dis, à avoir la vie qu'on a envie d'avoir, à être plus libre. On a tous la capacité. Simplement, ça prend du temps. Ça prend du temps, les changements de carrière comme ça, du jour au lendemain. Moi, j'ai des gens, ils ont 40 ans, ils ont déjà fait 15 boulots différents. Ben, probablement qu'ils n'ont jamais vraiment pris le temps de se dire qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas. Et quelles seraient donc les autres capacités que j'aurais pour partir vers autre chose. Le mot de conclusion, oui, Gaëtan. Ouais. Il y a quelques années, je lisais un bouquin qui s'appelait de Scott Peck, le chemin le moins fréquenté. Et il commençait ce livre en disant « La vie est difficile ». Et c'est vrai qu'elle est difficile. Mais quand on le sait, ça va déjà mieux. Et donc j'ai presque envie de dire que c'est de croire aux capacités et au potentiel qu'on a en chacun de nous et que dans ce potentiel-là, oui, bien sûr qu'on peut en sortir, mais parfois, le temps pour créer, avant d'arriver à ce potentiel, ce temps peut être long et c'est du pas à pas. C'est pas du magique. C'est pas vrai, c'est du pas à pas, ça prend du temps, c'est de la persévérance et il faut beaucoup de courage pour y arriver. Beaucoup de courage pour arriver. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de nous présenter un petit peu ce qu'est le coaching et la manière dont nous pouvons changer de vie. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, il vous est possible de le faire en allant sur notre site catobel.be. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.